La pyramide en Antarctique serait la plus ancienne pyramide de notre planète. Il est possible que les clés qui nous permettraient de revendiquer notre passé lointain soient sous cette glace. Les nazis s'intéressaient particulièrement à l'Antarctique. Des soucoupes volantes surgissaient de l'eau et avec une sorte de rayon, elles coupaient littéralement les navires en deux. L'Antarctique renferme peut-être encore les vestiges d'une civilisation extraterrestre qui s'y trouvait il y a de cela des milliers et des milliers d'années. Des millions de personnes à travers le monde croient qu'on a reçu la visite d'extraterrestres dans le passé. Et si c'était vrai? Les extraterrestres auraient-ils vraiment aidé à façonner notre histoire? Et si c'était le cas, en aurions-nous enfin la preuve ultime en exhumant les pyramides de l'Antarctique? Couvrant près de 13 millions de kilomètres carrés aux confins de l'extrême sud de la Terre, le continent le plus froid et le plus isolé de notre monde porte fièrement son nom. L'Antarctique. À cause de son climat hostile, qui réunit des moyennes de température quotidiennes de moins 45 degrés Celsius et une vitesse de vent de plus de 320 km/h, l'Antarctique n'a guère été touchée par l'humanité. Selon les archives historiques, l'homme moderne n'y a mis les pieds pour la première fois qu'en 1853. Lorsque le capitaine de vaisseau Mercator Cooper a débarqué sur ce qu'on appelle maintenant la côte de Oates, sur la Terre Victoria. Aujourd'hui, de 1000 à 5000 personnes vivent dans les centres de recherche dispersés à travers le continent. Elles bravent des conditions climatiques extrêmes dans l'espoir d'apprendre les secrets de cette contrée mystérieuse. Il faut savoir que le continent antarctique est couvert de glace à environ 98%. Et de temps à autre, on voit de petites montagnes, des arêtes ou des cimes qui en émergent. L'Antarctique est le continent le moins exploré. Même le pôle Nord, qui est glacé lui aussi, l'a été davantage. L'Antarctique demeure un mystère, même s'il fait partie de notre planète. C'est sans doute la dernière vaste zone inexplorée de la Terre. L'Antarctique est un vaste monde gelé à propos duquel nous savons très peu de choses. Et à certains endroits, la glace y fait près de 5 km d'épaisseur. Et les scientifiques ignorent toujours ce qui se cache sous cette mer de glace. Il suffit d'utiliser son imagination. La tour Willis à Chicago mesure environ 500 mètres de hauteur. Si on empilait 9 tours Willis l'une par-dessus l'autre, celle du haut n'émergerait même pas de la couche de glace en Antarctique. Même si les scientifiques traditionnels les considèrent comme des formations terrestres naturelles, des analystes d'imagerie satellite comme Joseph White n'en sont pas entièrement convaincus. En mars 2013, il a découvert les traces de ce qu'il croit être une autre pyramide, située au sud d'une chaîne de montagnes isolée en Antarctique, la cordillère de Shackleton. Initialement, j'ai découvert cette structure en naviguant sur Google Earth. J'étudiais certains des espaces blancs que l'on trouve en Antarctique lorsque j'ai aperçu cette énorme structure carrée. Elle ressemble à un édifice, peut-être même à une pyramide, mais une pyramide immense et très carrée. Elle s'aligne parfaitement avec les points cardinaux, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est ce qui me fait croire qu'il s'agit d'une structure artificielle, car les structures naturelles, comme les montagnes, ne sont pas orientées ainsi. Une autre façon de savoir si une structure est naturelle ou artificielle, c'est d'y rechercher la symétrie, les angles droits ou les triangles équilatéraux. Bref, toutes les formes que l'on ne trouve normalement pas dans la nature. Cette structure mesure précisément 2 km². 2 km séparent ces deux coins-ci et 2 km séparent ces deux-là. Si c'est bien une pyramide, elle serait donc plus de 2 fois plus grosse que n'importe quelle autre pyramide découverte à ce jour. L'existence de pyramides en Antarctique peut sembler inconcevable. Dotés d'une technologie avancée,
ait pu utiliser ces systèmes d'énergie sans fil reliés entre eux pour naviguer autour de la planète. Si un tel réseau d'énergie électrique à l'échelle mondiale a bel et bien existé, il serait tout à fait logique que l'on trouve également des pyramides en Antarctique. La grande question est, d'où viennent ces structures pyramidales? Ce ne sont pas des constructions arbitraires, et elles existent un peu partout dans le monde. Pourquoi les a-t-on érigées? Et par où a-t-on commencé? Ce serait fascinant si les premières pyramides avaient été bâties sur le continent blanc. La pyramide que Joseph White prétend avoir découverte près de la cordillère de Shackleton, ainsi que les autres formations pyramidales récemment photographiées en Antarctique, prouvent-elles que des extraterrestres ont visité notre planète dans un passé lointain? Et s'il s'agit vraiment de structures artificielles, comment auraient-elles pu être construites dans un endroit qui est enfoui sous la glace depuis plus de 12 millions d'années? Selon les partisans de la théorie des anciens astronautes, l'Antarctique n'est peut-être pas un continent glacé depuis aussi longtemps que les scientifiques traditionnels le croient. Ils suggèrent même que la preuve réside dans une carte datant d'il y a 500 ans, dépeignant un continent verdoyant. Parce que la Sibérie et le continent antarctique étaient tous deux situés dans des zones jouissant d'un climat plutôt tempéré avant la fin de la dernière ère glaciaire, il y a environ 12 000 ans. Cette théorie énonce aussi qu'une catastrophe d'origine inconnue les aurait alors plongés dans leur situation actuelle. Le professeur Hapgood a proposé qu'autrefois, le pôle Nord occupait la position de la baie d'Hudson, mais qu'il s'est déplacé jusqu'à son emplacement actuel. Il croyait aussi qu'au pôle Sud, la zone de l'Antarctique avait également profité d'un climat tempéré, mais que, soudainement, elle s'était retrouvée recouverte d'une glace d'une très grande épaisseur en raison d'un climat et d'un froid extrême. Et selon lui, une telle transformation a eu lieu pour la dernière fois, il y a de cela approximativement 12 000 ans. Quand on étudie la théorie du déplacement de la croûte terrestre ou la tectonique des plaques, on suppose que la croûte flotte sur le magma et qu'elle peut se mouvoir sur celui-ci. Mais la croûte terrestre n'est pas faite d'une seule plaque. Elle est constituée de plusieurs plaques distinctes. On pourrait donc découvrir comment les continents étaient jadis réunis et comment ils se déplacent et se séparent à très long terme. Mais est-ce qu'un continent de la taille de l'Antarctique pourrait se déplacer soudainement? Selon Hapgood, ces déplacements pouvaient avoir lieu en seulement quelques jours. Compte tenu de ce court délai d'exécution, un tel déplacement de la croûte terrestre aurait donc pu recouvrir de glace toute une civilisation en l'espace de quelques jours à peine. Bien que la théorie de Charles Hapgood sur les déplacements soudains et à grande échelle de la croûte terrestre n'ait pas rallié la communauté scientifique, elle a littéralement électrifié le célèbre physicien Albert Einstein, qui a même écrit la préface de son livre. La théorie de Hapgood a reçu un soutien supplémentaire quand, en 1960, le scientifique a découvert une carte rare dans les archives de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis. Cette carte, attribuée au mathématicien et cartographe Orons Finn, a été publiée en 1531. Elle semble dépeindre un continent sans glace qui ressemble fortement aux cartes actuelles de l'Antarctique. Avant 1820, on n'avait pas la moindre idée de la configuration du continent antarctique. Pourtant, il est dessiné sur la carte qu'Orons Finn a dressée en 1531. Comment diable ce continent a-t-il bien pu apparaître sur cette carte? Les chercheurs ne comprennent pas comment Orons Finn a pu dessiner une carte montrant un continent qui a officiellement été découvert plus de 300 ans plus tard.
Ils sont encore plus mystifiés par le fait que la carte dépeint un Antarctique sans glace. Si des explorateurs avaient découvert l'Antarctique durant le XVIe siècle, le continent aurait dû être entièrement couvert d'une épaisse couche de glace. Mais ce qui est surprenant, c'est que la carte de Finn montre non seulement une côte sans glace, mais aussi un territoire intérieur couvert de rivières, de vallées et de montagnes. La carte illustre des chaînes de montagnes et des rivières qui s'écoulent des montagnes. Comment est-ce possible? C'est un continent gelé, glacé. La NASA a photographié le continent antarctique au radar, de façon à ce que les chaînes de montagnes soient bien visibles. On voit une chaîne de montagnes sur une des photos, et on la voit aussi sur la carte de Ronsfinn. C'est la même chaîne de montagnes. Les climatologues estiment que le continent antarctique est recouvert de glace depuis au moins 6000 ans. Alors, comment est-il possible qu'une telle carte existe? Finn a-t-il eu accès à une carte plus ancienne qui remonterait à des milliers d'années? Plus confondant encore, des cartographes des forces aériennes des États-Unis ont conclu dans les années 1960 qu'elle avait été dessinée au moyen de la trigonométrie sphérique avancée, et ce, avec une précision remarquable, surtout si l'on considère qu'elle date d'il y a des centaines d'années. Le fait de trouver quelque chose qui relève de la technologie moderne sur une carte remontant au XVIe siècle me fait penser qu'il est possible qu'un certain type de technologie radar avancée ait alors été utilisé. Parce que pour produire une carte qui illustre le continent de la sorte, il faut être à une altitude de 129 km. Alors comment est-ce possible? Se pourrait-il que cette carte ait été produite à partir d'une cartographie effectuée par des arpenteurs géomètres qui seraient en fait des extraterrestres? Quand on considère cette énigme et la présence de pyramides en Antarctique qui pourraient éventuellement être confirmées, on pourrait vraiment croire qu'il y a bel et bien eu une civilisation ancienne en Antarctique il y a plus de 12 000 ans. C'est à se demander quel genre de civilisation c'était. Une civilisation extraterrestre, peut-être. L'Antarctique aurait-il pu être habité par des extraterrestres dans un passé lointain? Ceux-ci ont-ils étudié le continent et laissé des informations détaillées sur son relief? Si oui, qu'est-il arrivé à ces visiteurs d'un autre monde? Selon les partisans de la théorie des anciens astronautes, des indices pourraient être révélés par des hiéroglyphes égyptiens relatant une catastrophe qui aurait altéré la Terre. Edfou, en Égypte. Situé sur la rive ouest du Nil et datant de l'an 237 avant Jésus-Christ, le temple d'Edfou est l'un des temples les plus grands et les mieux conservés de l'Égypte antique. Le temple d'Edfou est d'une importance capitale. Quand on y entre, c'est comme si on entrait dans un livre. Il est littéralement tapissé de textes. Selon les textes d'Edfou, la Terre a été créée par des dieux puissants descendus du ciel, qui ont d'abord créé un lieu connu sous le nom de Island of the Egg, c'est-à-dire l'île de l'œuf. Deux dieux ont créé une île au milieu du lac éternel. La création a commencé par cette île. Les habitants de ce soi-disant monde mythique originel étaient des créatures très étranges. Il y avait apparemment 3 groupes de personnes que l'on appelait les sages, les bâtisseurs et enfin les Sheptiou, dont l'identité demeure un mystère. Les Sheptiou sont très mystérieux car on dit qu'ils émergeaient de l'eau. Les anciens Égyptiens... Construction de chaque temple en Égypte.
Après que tous les dieux créateurs aient fait leur travail pour créer le monde, ils ont regagné leur grand oiseau et sont montés au ciel. Les anciens Égyptiens croyaient de tout leur cœur qu'absolument tout ce qui est inscrit sur les murs et colonnes de ce temple, ce n'était rien d'autre que la pure vérité. Alors si les textes disent qu'il y a une île au milieu de nulle part, d'où les dieux sont montés au ciel, les anciens Égyptiens, les pieux fidèles, croyaient qu'une telle île existait. Selon les textes d'Edfu, ce ne sont pas tous les habitants de l'île de l'œuf qui sont repartis. Et plusieurs générations plus tard, l'île a connu un sort terrible. Les textes sont très imprécis quant à ce qui est arrivé à ces dieux étranges. Il semble qu'après avoir jeté les bases, après avoir construit les temples, ils aient remis leur travail à leur descendance et qu'ils soient repartis. On ne sait pas où ils seraient, mais il semble que quelque chose d'autre se soit produit. Et les textes parlent d'une guerre, lors de laquelle les armées de ces divinités auraient été dirigées par un dieu faucon, qui aurait affronté un ennemi représenté par un serpent. Dans le ciel est apparu celui que l'on appelait le serpent ennemi. Son nom était en fait le grand sauteur. On dit que son apparition a marqué le début d'un temps des ténèbres et que de soudaines inondations ont alors détruit l'île sacrée. Et quand les eaux se sont retirées, les êtres originels qui l'habitaient et qui étaient connus sous le nom d'anciens n'étaient plus là. Peut-être que le grand sauteur, ce serpent ennemi, est le souvenir de la comète qui est entrée dans notre système solaire interne et qui, en se brisant, a semé la dévastation et la destruction. Le récit de cette catastrophe ancienne, inscrit sur les murs du temple d'Edfu, pourrait-il décrire un événement naturel? Ou alors une attaque délibérée, visant une civilisation venue d'un autre monde, qui s'est développée sur ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant le continent antarctique? Nous devons revoir les textes d'Edfu et l'histoire de l'île de l'œuf parce qu'ils constituent la source de l'histoire de Platon. Lorsque Platon évoque l'Atlantide, il donne un détail très important. Il la décrit comme une île gigantesque de la taille de la Libye et de l'Afrique du Nord réunies. Le fait est qu'il n'y a qu'une seule île sur Terre, située au milieu de l'océan, qui correspond à cette description. Et c'est l'Antarctique. Y aurait-il des preuves de la présence d'une civilisation ancienne extraterrestre enfouie sous la glace de l'Antarctique? Les partisans de la théorie des anciens astronautes disent que oui, et croient même que ces vestiges extraterrestres sont précisément ce qui a amené d'autres occupants sur ces côtes gelées. Les nazis. Hambourg, en Allemagne, le 7 décembre 1938. 4 ans après le début du règne d'Adolf Hitler, le Führer commence à établir sa dictature totale en prenant le contrôle direct de l'armée allemande. Mais à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Hitler est également impliqué dans des entreprises insolites, cachées aux yeux du public. Il consacre toutes les ressources disponibles à la recherche de reliques anciennes. 32 jours plus tard, le cargo arrive à destination, l'Antarctique. Les nazis étaient fascinés par les civilisations antiques et par les légendes à propos de super-races disparues. Ils cherchaient la terre polaire perdue qui aurait été la patrie des Aryens. Ils cherchaient partout à travers le monde, y compris en Antarctique.
La société Thule croyait réellement que des médiums étaient capables d'utiliser des canaux afin de communiquer avec des êtres qui prétendaient être d'origine extraterrestre ou appartenir à une civilisation qui vivait à l'intérieur de la Terre. Ces êtres auraient donné beaucoup d'informations sur la construction de véhicules aérospatiaux de pointe et ils auraient aussi fourni de nombreuses informations sur l'Antarctique au parti nazi d'Hitler, selon lesquelles il y trouverait les bases d'une ancienne civilisation et beaucoup de technologies avancées. On croit que durant leur séjour en Antarctique, les nazis ont cartographié par voie aérienne les immenses étendues du paysage glacé. Mais les partisans de la théorie des anciens astronautes croient qu'ils y ont également établi un impressionnant quartier général clandestin connu sous le nom de Base 211. Hitler et les nazis s'intéressaient particulièrement à l'Antarctique. Je pense qu'ils croyaient vraiment que des choses se passaient profondément sous la glace. Et il y a toujours eu des rumeurs voulant que des nazis aient fui à bord de sous-marins vers des cavernes et de petites villes sous-marines, où ils se seraient terrés après la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les Allemands sont arrivés en Antarctique, ils ont découvert des villes immenses et hautement technologiques. Et les bâtiments de ces villes n'étaient pas seulement à la surface de la Terre, ils descendaient profondément sous terre. Ils ont alors commencé à envoyer une quantité phénoménale d'équipements et de personnel vers l'Antarctique, à repressuriser ces installations anciennes et à les réoccuper. En 1946, un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain lance sa propre mission d'envergure en Antarctique. Dans le cadre de l'opération High Jump, 4700 soldats sont déployés et 13 navires, un porte-avions ainsi qu'un certain nombre d'hydravions sont envoyés en Antarctique. Bien que le gouvernement l'ait nié à l'époque, on saura par la suite que l'un des principaux objectifs de l'opération était d'établir la souveraineté des États-Unis sur la plus grande superficie praticable possible du continent antarctique. La marine américaine a ensuite envoyé une flottille de navires armés en Antarctique dans le cadre de l'opération High Jump. L'expédition s'est terminée assez tôt et des histoires assez étranges en sont ressorties. Par exemple, des histoires à propos de vaisseaux qui sortaient de l'eau autour des navires ou encore de véhicules ressemblant à des soucoupes volantes. Les soucoupes volantes surgissaient de l'eau et avec une sorte de rayon, elles coupaient littéralement les navires en deux. Elles faisaient tomber les avions du ciel et elles se déplaçaient si rapidement qu'il était pratiquement impossible de voir dans quelle direction elles allaient. Ce qui est resté de la flottille américaine est alors rentré aux États-Unis complètement ravagé. Toutes les activités qui se sont déroulées en Antarctique demeurent très énigmatiques. C'est à se demander si les services militaires américains, ainsi que certains gouvernements, savent qu'il y a des structures et des pyramides sous la glace du continent. Peut-être bien qu'ils savent qu'une sorte de civilisation ancienne est gelée sous la glace de l'Antarctique. Si les nazis recherchaient effectivement des technologies extraterrestres en Antarctique, est-il possible qu'ils les aient bel et bien découvertes? Si oui, l'armée américaine a-t-elle pu être confrontée à ces puissantes technologies des années plus tard, lors de l'opération High Jump? Les partisans de la théorie des anciens astronautes croient qu'une autre preuve d'une présence extraterrestre en Antarctique pourrait se trouver dans un lac préhistorique enseveli sous plus de 3 km de glace. Le lac Vostok, en Antarctique. Enseveli sous plus de 3200 mètres de glace, ce plan d'eau de 15 690 km² est de loin le plus grand des quelques 400 lacs subglaciaires du continent. En 2001, des pilotes qui y recueillent des données relèvent des irrégularités extrêmes dans le champ magnétique à l'angle sud-est du lac.
D'une superficie remarquable de 105 km sur 74, la zone anormale produit une énergie magnétique inhabituellement élevée. Cette anomalie mesurait environ 80 km de diamètre et elle dégageait une énergie magnétique équivalente à celle générée par une ville. Je suis allé plusieurs fois au lac Vostok dans le cadre d'expéditions de recherche. Et lorsque nous étions dans la région, nous avons détecté cette anomalie. Mais nous avons aussi relevé d'autres anomalies magnétiques qui se déplaçaient d'un endroit à un autre. C'est extrêmement inhabituel et nous n'avons pas pu déterminer la cause de ces anomalies. C'est totalement inexplicable. Et bien sûr, ça a donné lieu à des théories selon lesquelles il y a peut-être autre chose là-bas. Peut-être un ovni, peut-être une sorte de base extraterrestre, peut-être même les restes d'une civilisation perdue. Récemment, la NSA a presque interdit la poursuite des recherches et Vostok est maintenant pratiquement considéré comme une zone interdite. Vostok n'est pas le seul site dont l'accès extérieur est limité. 7 pays différents ont revendiqué des territoires en Antarctique, mais Vostok reste l'un des endroits les plus restreints au monde. On compte actuellement 68 bases internationales en Antarctique. Pour visiter plusieurs d'entre elles, des permis ou des permissions spéciales sont nécessaires. Elles sont habitées non seulement par des scientifiques, mais aussi par du personnel militaire. Mais pourquoi leur accès est-il si restreint? La base McMurdo, en Antarctique. Située sur la péninsule sud de l'île de Ross, la base antarctique McMurdo est le plus grand centre de recherche du continent. Construite en 1956 par le gouvernement américain, elle peut accueillir jusqu'à 1200 résidents à la fois. En janvier 2015, un mécanicien de bord de la marine américaine, ayant servi 14 ans dans l'escadrille du développement antarctique de la base McMurdo, a livré un témoignage étonnant sur son séjour en Antarctique à la journaliste d'enquête Linda Moulton Howe. En janvier 2015, j'ai reçu un courriel d'un mécanicien de bord retraité qui m'a demandé de l'appeler seulement Brian devant le public mondial. Et voici ce qu'il m'a dit. De 1983 jusqu'à sa retraite de la marine en 1997, il a participé à toutes sortes de missions appelées Expéditions de l'escadrille antarctique, qui consistaient, entre autres, à effectuer le sauvetage de personnes dans divers endroits. Au cours de toutes ces missions, rien de très étrange ne s'est produit jusqu'au jour où des événements se sont succédés. Pendant une mission de l'escadrille dans les montagnes transantarctiques, tous les membres de l'équipage ont observé un groupe de véhicules aériens ronds et argentés qui se comportaient de manière très étrange. Ils se déplaçaient d'un endroit à un autre, groupés, sans jamais se séparer, puis ils ont tous disparu en même temps. Et ça s'est produit encore et encore. Selon l'informateur, ce n'était que l'un des nombreux phénomènes étranges dont les membres de l'équipage ont été témoins pendant leur séjour sur le continent. Un peu plus tard, ils se sont fait confier une mission d'urgence médicale. Ils étaient sous pression parce qu'ils avaient peu de temps et une décision a été prise. Ils ont traversé une zone d'exclusion aérienne parce qu'il y avait urgence médicale. Et qu'ont-ils vu? Dans la glace, il y avait une immense entrée de grotte qui semblait mener sous terre. Et Brian a dit, « Linda, ce trou dans la glace faisait au moins 60 mètres de diamètre. » Il a aussi dit, « Nos instruments ne fonctionnaient plus. Il y a eu une panne d'électricité, il y avait des anomalies magnétiques et nous avons conclu que c'était quelque chose qui se trouvait dans le trou qui causait ces problèmes. » Ils ont effectué leur évacuation médicale et dès leur retour, ils se sont tous fait sermonner par des hommes en costume qui ne venaient pas de la base McMurdo. Ils semblaient plutôt venir de la ville de Washington. Et Brian m'a raconté qu'ils leur ont dit qu'ils ne devaient plus jamais survoler ce trou et ne plus jamais en reparler. Mais pour quelle raison?
Et qu'est-ce que ça a à voir avec tous les autres phénomènes qui ne cessent d'émerger et qui poussent à croire qu'il pourrait y avoir des vestiges archéologiques en Antarctique? Selon les partisans de la théorie des anciens astronautes, ce n'était pas la première fois qu'un énorme trou était repéré dans la glace de l'Antarctique. L'amiral Richard Byrd, célèbre explorateur polaire, a rapporté avoir vu une immense entrée donnant sur un monde souterrain lors de son expédition au pôle Sud en 1947. Richard Byrd a fait de nombreuses déclarations étonnantes. Il a parlé d'une grande ouverture au pôle Sud qui menait profondément à l'intérieur de la Terre, où il n'y avait pas de glace et où vivaient diverses races d'extraterrestres. Et quand Byrd est rentré aux États-Unis, il a été amené à Washington, où on l'a longuement interrogé au sujet de ses déclarations et où on lui aurait dit d'arrêter de parler de tout ça. Une question demeure. Le pôle Sud serait-il une sorte de porte d'entrée extraterrestre? Une sorte de portail si important qu'il doit être contrôlé par les services militaires? Le gouvernement américain cache-t-il la présence d'extraterrestres en Antarctique? Si oui, sont-ils les descendants des êtres venus d'un autre monde qui auraient habité le continent il y a des milliers d'années? Les partisans de la théorie des anciens astronautes croient que la vérité sera enfin révélée lorsque la glace de l'Antarctique aura fondu. L'Antarctique orientale, en octobre 2015. Les scientifiques de la NASA annoncent qu'en dépit d'avoir pensé le contraire durant des années, la masse de glace en Antarctique augmenterait en moyenne de 82 milliards de tonnes par an. Si les chutes de neige font actuellement croître la couche de glace sur une majeure partie du continent, les glaciers fondent toutefois rapidement le long de la côte ouest de l'Antarctique. Les scientifiques estiment que depuis 2009, jusqu'à 60 km3 de glace, soit l'équivalent de 70 000 Empire State Building, disparaissent chaque année dans l'océan. Mais pourquoi la glace fond-elle sur la côte ouest si elle épaissit sur le reste du continent? À la télévision, on montre des images de grosses calottes glaciaires qui fondent et qui tombent dans l'océan. Mais en réalité, c'est seulement dans certaines parties du continent que les calottes glaciaires fondent. Le plus étonnant, c'est qu'à cause de facteurs divers, la couche de glace de l'Antarctique pourrait plutôt être en train de croître et de s'étendre. Et c'est très étrange. On ne peut pas exclure la possibilité que des villes entières aient été construites sous la glace, qu'elles puissent même être activement entretenues par des extraterrestres, que l'alimentation et l'agrandissement de ces villes dégagent une certaine chaleur et que cette chaleur fasse fondre la glace qui se trouve au-dessus. S'il y a des choses enfouies sous les kilomètres de glace de l'Antarctique, ça voudrait dire qu'elles ont été construites avant la dernière période glaciaire. Alors qui sait ce qu'on y trouverait? Peut-être les restes d'une civilisation perdue, et peut-être même des outils avec lesquels ces civilisations ont été construites. Il est possible que les clés qui nous permettraient de sauver l'humanité et de revendiquer notre passé lointain soient sous cette glace. On risque de se retrouver dans une situation où on ne pourra plus le nier, où des ruines visibles, des pyramides gigantesques ou encore d'énormes obélisques ressortiront de la glace. Et à ce moment-là, ce sera terminé. On ne pourra plus balayer tout ça sous le tapis. Je suis absolument certain qu'il pourrait y avoir des vaisseaux extraterrestres sous la glace de l'Antarctique, et peut-être même des villes. Chose certaine, leur découverte ébranlera le système de croyance de la race humaine. Toutes nos certitudes s'écrouleront. Qu'y a-t-il de dissimulé sous le territoire de glace et de neige de l'Antarctique? Le continent inhospitalier était-il autrefois recouvert d'une végétation luxuriante et de pyramides plus anciennes que celles de l'Égypte antique?
Et si des visiteurs d'un autre monde y ont bel et bien déjà vécu? Leurs descendants pourraient-ils encore s'y trouver aujourd'hui? Un jour peut-être, nous découvrirons ce que la glace de l'Antarctique nous cache depuis des milliers d'années. Et nous connaîtrons enfin la vérité sur nos ancêtres, les extraterrestres. The alien warlord stood before the crowd, his chitus exoskeleton glistening under the twin suns of Vos 5. His species, the Gorath, had conquered a dozen star systems, crushing every species that dared to challenge them. Now they faced humanity, primitive, emotional, and in their eyes utterly unremarkable. Commander ZTH of the Gorath raised his bladed arm and pointed at the human prisoner. I challenge you to a duel. If you and your people may live, if you lose, humanity dies. The human, battered and restrained, lifted his head. Blood trickled from a cut on his brow, but his blue eyes burned with something Zal RTH had never seen before. Rage. The human's name was Daniel Briggs, a Marine from Earth. His unit had been ambushed during a reconnaissance mission, and he was the only survivor. He had seen his men slaughtered, their bodies torn apart by the Gath's merciless warriors. ZTH expected fear. He expected begging. Instead, Daniel grinned, his teeth stained red with his own blood. You want a duel? Daniel spat on the ground. Fine, but you're not ready for this. The alien warlord chittered in amusement. Your weapons are gone, your armor is broken, you are weak. Daniel chuckled, rolling his shoulders. You have no idea what you just started. The crowd of alien warriors encircled them, their mandibles clicking in anticipation. They had seen hundreds of duels before. None had ever been lost by a Gorath. A ceremonial blade was tossed at Daniel's feet, a crude weapon made for spectacle. He picked it up, twirling it in his fingers, testing the weight. Zal Artich lunged first, moving with the speed of something born to kill. His arm blades sliced through the air, aiming for Daniel's throat. But Daniel wasn't there. He stepped faster than the alien expected and drove his fist into Z's ribs. There was a loud crack as the exoskeleton dented under the sheer force of the punch. The crowd gazed. Zal RTH stumbled back, his mandibles twitching in confusion. He had fought warriors from countless worlds. None had ever hit like that. Daniel's chest rose and fell with heavy breaths, his vision blurred with pain, but his body moved on instinct, fueled by something the Gorath could never understand. Rage, not fear, not desperation, pure, unfiltered rage. Zal RTH roared at and lunged again, this time more cautiously. His blades flashed in the sunlight as he slashed at Daniel's midsection. Daniel twisted, barely dodging the blade, nicked his ribs, drawing blood, but he didn't stop. He wouldn't stop. With a roar of his own, he tackled Zal RTH, using his full weight to slam the alien to the ground. He mounted the warlord and brought the crude blade down in a savage arc. The first stab dented the exoskeleton, the second cracked it, the third pierced through, spilling thick black icer onto the sand. Zal RTH screeched in pain, his limbs flailing. Daniel didn't stop. He kept driving the blade in again, and again, his vision a blur of red. The crowd, once cheering, now stood silent. Finally Daniel stood, his breath ragged. The warlord's body lay motionless beneath him. Daniel turned to the watching Gorath warriors. He was drenched in blood, his own, and theirs. His hands were shaking, not from fear but from the adrenaline still pumping through his veins. Who's next? He growled. No one moved. For the first time in their history, the Gorath had witnessed something terrifying, not strength, not skill, but human rage, and they weren't ready for it. The silence stretched thick and suffocating. The gathered Gorath warriors, beasts who had slaughtered their way across the stars, now stood frozen, their predatory confidence shattered. Their champion, their warlord, lay broken at the feet of a single human. Daniel wiped his face with the back of his hand, smearing blood across his cheek. His breathing was heavy, his ribs a thud, but his heart pounded like a war drum in his chest. He turned slowly, eyes scanning the ring of aliens that surrounded him. None stepped forward. Nothing. He spat onto the sand. You were all so eager a minute ago, now you're scared. His lips curled into a bitter smirk. Figures, a low growl rumbled through the crowd. The Gorath were killers, conquerors, and yet they hesitated. Their instincts told them that this was different. This wasn't just another species. This was a human, a creature that bled, suffered, and still fought like hell. The Gorath, second in command, a brute named Vokar, stepped forward, his mandibles clicking in agitation. He was larger than Zal RTH, his exoskeleton thicker, his blades longer. You think this proves something, human? He hissed. You killed one, but there are thousands of us. Daniel exhaled slowly. He could barely stand. If they all rushed him, he wouldn't last a minute, but he didn't need to win the fight. He just needed to start something. You think this is just about me? Daniel laughed, the sound raw and broken. You think I'm the only human like this? His blue eyes burned with something primal, something ancient. You don't get it, do you? You're used to enemies that break, that submit. He stepped forward, his boots crunching on the sand, his muscles screaming in protest, but he ignored the pain. Humans
Don't break, he growled. We don't kneel, we don't surrender. He pointed the blooded blade at Valkyr chest. You wanted a duel, you got one. But this fight doesn't end here. A ripple of uncertainty passed through the gathered warriors. Daniel could see it in their movements, the hesitation, the doubt creeping into their insectoid minds. This was not how things were supposed to go. The Goroth fought for dominance, for control. But what did they do when they faced something that wouldn't submit? Then a noise, a deep mechanical hum in the distance. Daniel turned his head, his battered body tensing, and then his heart nearly stopped. The thunder strike, an earth warship. The roar of engines filled the air as the massive battleship descended from the clouds, its cannons glowing with charged plasma. Drop ships detached from its hull, streaking downward like falling stars. Reinforcements. The Goroth warriors tensed, their mandibles clicking in panic. Fuker hissed, his head snapping up as he saw the human warship bearing down on them. Daniel smiled, his teeth stained red. You were right about one thing, he said, his voice barely above a whisper. I am just one human. The ground trembled as the first drop pod slammed into the sand. The doors hissed open, and more humans stepped out, armed, furious, and ready to finish what Daniel started. The battlefield shifted in an instant. A moment ago Daniel had been alone, just one battered human standing against a ring of alien warriors. Now the tide had turned. The thunder strike loomed overhead, casting its massive shadow across the arena. Drop ships landed one after another, kicking up sand and dust, their hatches hissing open as armored marines stormed out. They weren't just soldiers, they were his soldiers, the 103 Shock Battalion, the best damn warriors humanity had to offer. Far's mandibles twitched, his blade arms flexing as he turned his gaze from Daniel to the soldiers spilling onto the field for the first time. The Goroth weren't the ones surrounding their enemy, they were outnumbered. You wanted a duel, Daniel rasped, his voice rough with exhaustion and blood loss. Well, congratulations, he nodded toward the Marines now forming a battle line with their rifles trained on the enemy. You just got one. The first shot rang out, a high-powered kinetic round ripped through a Goroth warrior's skull, splattering black ire across the sand. The alien screeched, startled. A second shot followed, then a third, then all hell broke loose. The Marines opened fire in coordinated bursts, their weapons cutting through the stunned Goroth with ruthless efficiency. The aliens, so used to being the hunters, found themselves staggering back under the sheer ferocity of the human counterattack. Daniel dropped to one knee, barely able to keep himself upright as bullets and plasma bolts sliced through the air around him. A shadow fell over him. So Sergeant Valdez, the burly Marine, knelt beside Daniel, his rifle held ready as he surveyed the chaos. Damn, Briggs, you really had to start the party without us, he grinned, but there was steel behind his eyes. Daniel coughed, tasting copper. Took your sweet time, Valdez, smirked. Traffic was hell. More Marines stormed past them, their combat boots kicking up dust. The Goroth were still fighting back, but their formation was breaking. They weren't just losing, they were panicking. Daniel forced himself to stand, his ribs screamed in protest, but he pushed the pain down, his fingers clenched into fists as he watched the battle unfold. For the first time the Goroth were experiencing what it meant to fight humans, not as individuals, not in duels, but as an army. The warlord second in command, Valkyr, roared in fury, slicing two Marines in half with a desperate sweep of his massive blades. But the moment he did, three more Marines unloaded their rifles into him, shredding his exoskeleton with a hail of gunfire. He fell backward, twitching, his lifeblood pooling around him. Another warrior lunged forward, shrieking, only to be met with a grenade to the face. The explosion sent alien limbs flying in all directions. It wasn't a battle anymore, it was a slaughter. Daniel staggered forward, gripping Valdez's shoulder. For support, he gestured toward the remaining Goroth, now frantically retreating, some even dropping their weapons. Tell me you're recording this, Daniel muttered. Oh yeah, Valdez chuckled. Going to make one hell of a recruitment vid. The Batlef was quiet now, save for the crackling of flames and the distant groans of the dying. What had once been a proud gathering of Goroth warriors was now a field of corpses, their exoskeletons shattered, their ire soaking into the sand. The few who had managed to escape were long gone, vanishing into the hills beyond the ruined, dueling arena. Daniel stood in the center of it all, barely able to stay upright. His muscles trembled from exhaustion, his wounds screaming in protest. Blood dripped from his fingers, though he wasn't sure how much of it was the thunder strike hovered above, casting a long shadow over the battlefield. Drop ships were still descending, but there was no fight left to join. The battle was over, and humanity had won. Sergeant Valdez walked up beside him, his rifle slung over his shoulder. He nudged one of the fall and Goroth warriors with his boot, shaking his head. Damn, he muttered, you really took the fight out of these bastards. Daniel let out a low chuckle, though it hurt to do so. They thought they could break us. He looked out at the field of dead aliens, his vision still slightly blurred. They didn't understand. Valdez grinned. Oh, they understand now. A voice crackled in Danny's earpiece. Commander Briggs, this is Captain Reynolds. Report. Daniel tapped his comms. We engaged the enemy, took losses, but they took worse. The remaining Goroth forces retreated. There was a pause before Reynolds spoke again. Copy that.
Reinforcements are securing the area. Get your men back on the Thunderstrike. We need to debrief. Daniel exhaled. He was still running on fumes barely. Keeping himself standing, but he nodded anyway Roger that Valdez clapped him on the back. Come on boss, Leighton, get you patched up before you drop dead. On us the two men walked toward the waiting drop ships, the rest of the Marines falling in behind them. The battle was over, but something deeper had shifted. The Gorath had learned something today. They had faced humanity, and they had lost not just to superior weapons, not just attack tactics, they had lost to something they had never encountered before, something they couldn't understand. Rage, determination, a refusal to break. This war was far from over, but Daniel knew one thing for sure: the Gorath would think twice before ever challenging humans again, because the next time they did, there wouldn't be anyone left to retreat. The war was far from over. Even as the drop ship lifted Daniel and his men away from the battlefield, he knew this. Victory was just the beginning. The Gorath were a proud, war-hardened species. They wouldn't take this loss lightly. If anything, this humiliation would drive them to retaliate harder than ever before. Daniel sat against the cold metal of the drop ship's interior, his head resting back as a medic patched up his wounds. He barely registered the sting of the stitches, or the pressurized foam sealing his deeper cuts. His mind was still in the fight, still seeing the terrified looks in the aliens' eyes as they realized what they were truly up against. Across from him, Valdez cleaned his rifle, glancing up. Now, and then you know they'll be back, right? Daniel opened one eye, smirking. Despite the pain, they have to be. They can't let this stand. Valdez let out a low whistle. Damn, we finally made the boogeyman scared of us. Daniel didn't answer, because deep down he wasn't celebrating. This was a warning shot. The Gorath wouldn't make the same mistake twice. They had underestimated humans in one-on-one combat. Now they'd come back with numbers, with new strategies, with something worse. Daniel clenched his fists. Let them come. The drop ship docked inside the Thunderstrike. The sudden hiss of pressure equalization snapping him back to the present. The back hatch opened, revealing the bright white lights of the warship's hangar. Dozens of engineers and medics rushed to receive the wounded. Other Marines disembarked, their faces a mix of exhaustion and triumph. As Daniel stepped off the ramp, a voice called out, "Briggs." Captain Reynolds strode toward him, her uniform pristine despite the chaos. Her piercing green eyes scanned him up and down, assessing the damage. "You look like hell." "Feel like it too," Daniel admitted. She didn't smile. Debriefing now, Daniel sighed, wiping some dried blood from his cheek. "At least buy me dinner first." Reynolds turned on her heel, already walking toward the command center. "Move, Briggs." Valdez chuckled, clapping Daniel on the shoulder as they followed her. "You know, she likes you, right?" "Shut up, Valdez." The command center was a stark contrast to the battlefield, clean, orderly, the hum of data streams flickering across massive hollow displays. Officers moved with purpose, coordinating fleet movements and processing intelligence reports. Daniel took his seat at the large table in the center of the room. Around it sat high-ranking officers, intelligence analysts, and a few other squad leaders. Reynolds stood at the head of the table, arms crossed. "First things first," she began. "Good work. We sent a message today." Daniel didn't relax. "Yeah. You think they got it?" She met his eyes. "They got it loud and clear." A hollow image flickered to life above the table, grainy combat footage from helmet cams replaying Daniel's duel with Zal RTH, the moment where he drove his knife into the alien warlord's chest played in slow motion. The crowd's horrified silence captured in stunning clarity. Then came the retreat, the panic, the once feared Gorath running for their lives. "Intel suggests the Gorath command structure is in disarray." One of the analysts said. "They weren't prepared for this kind of resistance. They thought we'd break." "They thought wrong," Valdez muttered. Reynolds nodded. "That said, we can't assume they'll stay rattled for long. This was a wake-up call for them. They'll adapt." Daniel exhaled. "So what's our next move?" She tapped a control on the table, and a new image appeared, a Gorath fleet formation, massive warships more than 3 times the size of the Thunderstrike, moving in coordinated attack patterns. "They're regrouping," Reynolds said, "and they're bringing reinforcements. We intercepted transmission, suggesting they've called in additional fleets from their outer colonies." Daniel narrowed his eyes. "There preparing for war." She met his gaze. "Number they already started one." The room fell silent. Daniel leaned forward, resting his arms on the table. He could feel the weight of it now, the sheer scale of what they had triggered. Humanity had been fighting to survive in the galaxy for decades, struggling to carve out a place among hostile species. But now they weren't just fighting for survival, now they were fighting to win. Daniel looked around at the officers, the soldiers, the analysts. They all knew what was coming. The Gorath were coming back, and this time they wouldn't be making any mistakes. Daniel flexed his fingers, his knuckles still raw from the fight. "Good, let them come," because humanity wasn't just ready for war, they were built for it. The war drums of the Gorath pounded across the stars. Daniel sat in the dimly lit barracks, his hands wrapped in bandages, watching the hollow screen in front of him. The intercepted transmission played again, the guttural clicks and hisses of the Gorath War Council, filling the room, though their language was still being deciphered. The translation software had caught enough humans. "Unacceptable threat, full mobilization, burn their worlds, leave nothing." Daniel
Smirked so predictable the Goroth had never been challenged like this before. Their pride had been wounded, their warriors humiliated, their fleet sent into disarray. Instead of accepting their loss, they had chosen the only path they understood: total war. He leaned back against the wall, exhaling through his nose. His ribs still ached from the duel, but the pain was dull now, more of a reminder than a hindrance. He had won that fight, but this was going to be something else entirely. The door slid open, and Valdez stepped inside, a fresh cigar clenched between his teeth. Well, boss, looks like we pissed in the wrong alien's breakfast, Daniel chuckled, shaking his head. You say that like it's a bad thing. Valdez sat across from him, his expression turning more serious. Reynolds, just got word from command. The Goroth aren't just bringing one fleet, they're bringing 5. Daniel fingers tightened around the edge of the cop. 5 fleets, that was millions of troops, warships that could glass entire planets, and they were all coming for Earth's forces. Let me guess. Daniel muttered. High command wants us to run. Valdez nodded. Yet pull back, regroup, live to fight another day. He scoffed, but Reynolds isn't having it. She wants to hit them first. Daniel grinned. Now that's the captain I know. Valdez leaned as she's putting together a strike team, a small one, deep infiltration into the heart of the Goroth fleet before they even get here. Daniel's grin widened. Sabotage. Valdez nodded. More like pure chaos. Cut their command structure apart from the inside, mess with their supply chains, turn their own ships against them. Daniel's blood ran hot. This was what he lived for. Not waiting, not reacting, but attacking, striking first. Hard. When do we leave? He asked. Valdez grinned. You're already packed. The thunder strike cut through the void, leading a small detachment of stealth ships toward the edge of Goroth-controlled space. Every soldier aboard knew the stakes. If this mission failed, the Goroth would descend on humanity like a tidal wave, unstoppable and merciless. Daniel stood in the armory, strapping himself into his combat suit. It was a sleek, reinforced design built for maneuverability in Zerog combat. The helmet sealed with a hiss, his HUD flickering to life, outlining the weapons racked along the wall. Valdez was already suited up, checking his rifle. You ready for this, boss? Daniel grabbed a combat knife, twirling it between his fingers. I was born ready. A voice crackled over the comms. All teams prepare for drop. Daniel clenched his fists. The hunt was on. And this time humanity was the predator. The stars stretched endlessly before them, a sea of darkness punctuated by the distant glow of hostile warships. Daniel stood inside the dimly lit drop bay, his helmet locked into place, his visor scanning the battlefield ahead. The Thunderstrike and its detachment of stealth ships had already reached the outer rim of the Goroth fleet, a massive armada that loomed over a war-torn planet. Below there were thousands of ships. Their mission was insane, and Daniel wouldn't have it any other way. Reynolds' voice crackled over the comms. Briggs, you and your team will infiltrate their command carrier. Your objective is to disable their coordination systems, scramble their orders, turn their fleet into a disorganized mess. If we do this right, we don't just by time, we make them bleed. Daniel smirked. Copy that, Captain. Valdez knelt beside him, checking his gear. One last time. Hell of a way to die. Who said anything about dying? Daniel chuckled. The drop bay lights flashed red. 30 seconds to launch. The plan was simple. Their drop pods, small, undetectable, and moving too fast for most scanners, would launch straight at the Goroth command carrier, embedding them inside the ship like bullets. From there they'd tear through the warship's corridors, wreaking havoc until the enemy fleet was thrown into chaos. High command had wanted to run. Instead they were bringing the fight straight to the heart of the enemy. 10 seconds. Daniel flexed his fingers. His blood ran hot, his heart pounding in perfect rhythm with the countdown. 5. Valdez cracked his knuckles. Leeton, give him hell. 3. Daniel grinned. No mercy. 1. The drop pods fired. The force slammed Daniel back against his seat as he shot through the void, the Goroth fleet growing larger by the second. His pods thrusters adjusted course. Smack him. Nothing more than a speck of debris on the enemy scanners. Then the impact, the pod pierced through the hull of the Goroth command carrier, cutting through layers of armor before screeching to a stop. The metal walls around him groaned under the stress, sparks flying. The moment the systems detected a stable position, the hatch blasted open. Daniel surged forward, rifle raised, and he wasn't alone. All around the ship, other drop pods crashed through the hull, their hatches exploding outward as human soldiers poured into the corridors. Suppressed gunfire echoed through the halls, cutting down confused alien guards before they could react. Alarms blared. Daniel smirked. Here we go. A towering Goroth warrior rounded the corner, mandibles clicking in rage, its bladed limbs raised to strike. Daniel didn't slow. He ducked the first swipe, rolled forward, and drove his combat knife straight into the creature's throat. Black Oiseor sprayed across his visor. The alien gurgled, twitching violently, before collapsing. Daniel ripped the knife free and kept moving. Valdez and the rest of the team stormed through the corridors, sweeping room after room, leaving a trail of dead in their wake. They weren't here to fight a war, they were here to butcher the enemy, before they even knew what hit them, the real war that would come after. Daniel tapped his comms. Captain, we're in, proceeding to the main control hub. Reynolds' voice came through. Good, make it hurt, Briggs. Daniel grinned. Oh, I
Plan 2, and then the real carnage began. The corridors of the Goroth command carrier were painted in blood. Daniel moved like a ghost, his boots silent. Against the metal floor, his rifle spitting death in short, efficient bursts. The Goroth soldiers, tall armored brutes with bladed limbs, were warriors, but they weren't ready for this. Humans didn't fight fair. Humans didn't give them a chance to adjust, to counter, to strategize. Humans tore through them like monsters in the dark. Arc Valdez pressed against the wall ahead, his fist raised a signal, a halt. Daniel and the rest of the team crouched low, weapons at the ready. The overhead lights flickered red, emergency alarms screeching as the ship tried to contain the debris. Daniel activated his visor scanner. Beyond the door ahead, he saw them, a full squad of Goroth warriors setting up a defensive line, heavy weapons, reinforcements pouring in. They knew the humans were coming. Good, let them. Daniel motioned to his team, stack up, hit him hard. Valdez pulled a grenade from his belt, gave it a twirl, and lobbed it through the doorway. A split second later, boom, the explosion ripped through the chamber, shattering armor and sending alien bodies flying. Then the team moved. Daniel stormed in first, rifle up, dropping 2 Goroth warriors. Before they could recover, a third lunged at him, with the screech blades flashing. Daniel twisted aside, grabbed the alien's arm, and ripped it forward, using its own momentum to slam it into the ground before it could rise. Daniel jammed his boot against its throat and pulled the trigger. The floor was slick with ire. Valdez and the others cut through the remaining defenders with brutal efficiency. The last Goroth tried to flee, only to catch a blade to the spine. Silence. Then Daniel turned to the massive blast doors at the end of the chamber. Behind them lay the primary control hub, the beating heart of the ship's communications network. Their target. Daniel activated his comms. Captain, we're at the door. Reynolds' voice was sharp. Then break it open fast. Daniel nodded. He turned to his demolitions expert Hopper, who was already unpacking a series of breaching charges. Make it quick, Daniel said. Hopper grinned. Oh, this is going to be fun. The team took cover as she planted the explosive, setting the detonation sequence. The Goroth had probably locked the doors, reinforced them. Didn't matter, nothing was stopping them. Harper gave a thumbs-up. Fire in the hole. The explosion roared through the chamber, and the doors were gone. Daniel was already moving before the smoke cleared. The control hub was a sprawling command center filled with towering data pillars, glowing alien interfaces, and rows of panicked Goroth officers scrambling to respond. It was chaos. Daniel raised his rifle, and then the slaughter began. The first 3 aliens barely had time to react before they were cut down. The rest scattered, desperate to call for reinforcements. Daniel spotted the lead officer, an elder Goroth with intricate battle scars running down his exoskeleton. He was trying to transmit an emergency signal. Daniel wasn't having it. He charged, slamming into the alien, driving his knife deep into its chest. The officer screeched, flailing, but Daniel twisted the blade and wrenched it free, sending the creature crumpling to the floor. Blood dripped from his hands. The command center was theirs. Valdez kicked over a console, scanning the room. We done here? Daniel shook his head. Not yet. He pointed to the main control interface, alien symbols flickering in a chaotic, unreadable mess. Hopper, get in there, shut them down, scramble their comms. Make this fleet blind. Hopper cracked her knuckles on it. Boss. She moved fast, plugging a hacking device into the nearest terminal, her fingers flying over a modified keyboard. Within seconds, the entire Gorvo fleet was in disarray. Their battle formations fell apart. Their chain of command collapsed. Their war machine was now deaf-blind and panicking. Daniel smirked. Captain, he said into his comms, their comms are fried. Their fleet's turning into a mess. Reynolds' voice was filled with satisfaction. Good, now get the hell out of there. Daniel turned to his team. You heard her, time to move. But then a deep guttural roar filled the chamber. The remaining screens flickered. Then one central hollow image appeared, a Goroth warlord. Not just any warlord, the Warlord High Commander Varund, the one leading this invasion. His massive predatory form loomed on the screen, his mandibles curling in fury. His voice came through distorted, but dripping with pure rage. Humans, you think this is victory? Daniel's smirk didn't fade. I think we just kicked your ass, yeah. Farron didn't flinch. You are insects clawing at giants. You may have drawn blood, but now you will learn what it means to face true destruction. Outside, alarms blared. The fleet, though crippled, was still massive, and now they were turning their weapons toward the planet below. Daniel's blood ran cold. The Goroth weren't going to fight this war. They were going to wipe out every human colony in their path. This wasn't just an invasion, it was extermination. Daniel turned to Valdez, his voice grim. We need to move now. Farron's mandibles curled into something resembling a cruel smile. Run, little humans, run while you can. The screen cut out. Daniel clenched his fists. No more running. It was time to end this. The moment the transmission cut out, the Goroth warship lurched, its emergency thrusters firing, as if the entire vessel was preparing for something catastrophic. Daniel barely had time to process it before his comms flared with Reynolds' voice. Briggs, the fleet's realigning. They're moving into planetary bombardment positions. If they fire, they'll wipe out every colony. Below, his gut twisted. This wasn't a battle anymore. This was a race against genocide. Daniel spun to Hopper. Tell me,
You can crash this ship into their own fleet. Hopper blinked. Wait, what I mean it. Daniel snapped. Overload the engines, set a course for their biggest command ship, and make sure this bastard never fires again. Harper hesitated for half a second. She grinned. Oh, you really know how to make a girl's job fun. She got to work, fingers flying over the alien console, hijacking the warship's navigation system. Meanwhile, Valdez had his rifle trained on the entrance. A boss, he muttered. We've got company. Daniel turned just in time to see a squad of heavily armored Goroth storming through the ruined blast doors. They weren't grunts, they weren't even elite warriors. These were executioners, the kind of soldiers the Goroth sent when they wanted something erased. Daniel raised his rifle. Hold the line. The first alien charged, its bladed arms slicing through the air with lightning speed. Daniel ducked, pivoted, and fired 3 rounds straight into its torso. The impact staggered it, but it didn't stop. The armor was thick, too thick before the alien could strike. Valdez roared and tackled it from the side, both of them crashing into a control console. Sparks erupted as Valdez jammed his combat knife into the alien's throat, twisting hard. Ire gushed from the wound. Another executioner lunged from the side, claws aimed straight for Daniel's chest. He sidestepped, flipped his rifle, and drove the butt of it into the alien's skull, knocking it back. Then he flipped it forward again and emptied the clip into its face. More of them came. Gunfire roared through the chamber, the squad moving like a well-oiled machine, cutting down the enemy one by one. Harper, still working at the console, called out, "A little longer, guys." Daniel didn't answer. A massive executioner slammed into him, sending him flying. He crashed against the metal floor, his rifle skidding away. The alien loomed over him, mandibles dripping, its bladed arm raised for the kill. Daniel roared. He ripped his combat knife from his belt and drove it into the thing's leg, yanking hard. The alien screeched in pain, just enough for Daniel to grab its own arm, twist, and plunged the blade into its own chest. The creature twitched, then collapsed. Daniel rolled to his feet, panting. Now Hopper slammed the final override into place. Engines overloaded. This ship is going straight into their flagship. Daniel didn't hesitate. Time to leave. The squad sprinted for the escape route, cutting through whatever resistance was left. The ship rumbled beneath them, shaking violent ly as the engines burned at max capacity. The Thunderstrike's drop ships were already waiting at the extraction point. They dived inside just as the warship lurched forward, its entire frame groaning under the stress. The moment they cleared the hangar, Reynolds' voice snapped through the comms, "All ships clear the blast radius. I repeat, clear the." Then the Goroth warship collided with their own flagship, and the entire battlefield erupted in fire. The explosion was colossal, a chain reaction ripping through the enemy fleet. Debris scattered like shrapnel, Goroth warships breaking apart as the shock wave tore through their ranks. Inside the drop ship, Daniel watched from the viewport, breathless. The plan had worked. The Goroth command structure was in shambles. Their fleet, though still massive, was leaderless, scattered, confused. They had bought Earth time, but the war was far from over. Valdez exhaled, slumping against the bulkhead. "You know," he muttered, "I really thought we were going to die this time." Daniel chuckled. "Me too." Reynolds' voice came back over the comms. "Briggs, you and your team just changed the course of this war." Daniel glanced at the wreckage outside, the burning remains of the Goroth fleet, the thousands of human lives that weren't lost today. His grip tightened. "This isn't over," he said. Reynolds was quiet for a moment, then she said, "No, but now they're the ones who should be afraid." Daniel sat back, staring out at the wreckage. "Yell at the Goroth, come, because now humanity wasn't just fighting to survive, they were fighting to win."